Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux une nouvelle fois, comme l'an passé. Je garde un très très bon souvenir avec Monsieur le maire Olivier Carré, qui est avec nous de cette première édition. Un petit mot d'introduction avant de lui laisser la parole pour un discours. En ce jour de célébration de la francophonie, puisque finalement on apprend qu'il y a plusieurs 20 mars grâce à Orléans. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration de la francophonie et c'est aussi un jour de campagne électorale, comme vous le savez, pour les élections présidentielles. Et il est rassurant de voir qu'une ville de France et qu'un maire particulièrement engagé portent la francophonie. Je me permets, monsieur le maire, comme je l'ai fait il y a quelques jours sur les fameux réseaux sociaux, d'alerter les candidats à cette élection présidentielle sur l'importance de la francophonie pour la France et pour le monde. Je me permets d'attirer votre attention à vous tous aussi, car à ce jour, aucune trace affirmée de francophonie dans les programmes électoraux. Pourtant, cette francophonie, portée par les illustres Senghor, Césaire, Malraux et les autres, est le socle de notre culture. Il s'agit d'un enjeu majeur, loin d'être suranné, dépassé au ringard. On le voit ici à Orléans, avec ces rencontres, par exemple. La francophonie est un rempart face au fondamentalisme. La francophonie est source de rassemblement autour d'une langue et aussi de valeurs culturelles communes. La francophonie défend la langue et donc les livres qui sont, vous le savez tous ici, garants de l'ouverture sur le monde, de la possibilité aussi d'un développement intellectuel intègre et tolérant. La francophonie favorise le discernement, donne à chacun de nous le sentiment d'appartenir à ce que l'on peut appeler une famille monde. Jean-Marie Gustave Leclésio parle d'une culture monde, d'une littérature monde. Nous pouvons parler ici d'une famille monde. En ces temps troublés, malheureusement, la France a le devoir d'accompagner ceux qui défendent cette francophonie. Le Canada, la Suisse, la Belgique, le Maghreb, le Liban et de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont de fervents militants francophones, souvent d'ailleurs au plus haut sommet des États. La francophonie aura d'ici 2050 un poids accentué, avec une population de locuteurs francophones exponentielle. On parle de plus de 700 millions de locuteurs francophones. L'économie, la défense, la géopolitique, la science et l'innovation, la culture, tous les domaines sont concernés. Pour terminer, vous donner un exemple médiatique et culturel de l'intérêt que portent les citoyens à la francophonie. Notre émission de radio, la Librairie francophone, que certains connaissent ici, que j'ai la chance de présenter depuis plus de 10 ans, avec cette longévité, ce succès d'audience. C'est une émission qui est très estampillée francophone. On a eu très peur d'ailleurs au début. On s'est dit, bon, ça ne marchera peut-être pas, la francophonie, ça fait peur. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est l'émission livre la plus suivie en France, radio et télé confondues. 1 million d'auditeurs en France, rien qu'en France. Près de 3 millions d'auditeurs dans l'espace francophone de diffusion, à savoir la Suisse, la Belgique, le Canada. Voilà, n'est-ce pas là une preuve de l'intérêt des citoyens pour la francophonie? La francophonie et les livres sont des valeurs populaires, en marche, insoumises, au cœur d'une volonté de se retrouver, pour reprendre les mots des slogans des candidats. J'ai fait un petit résumé comme ça. Vous voyez que ça marche, les slogans, finalement. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein à créer, il y en a plein à venir. Regardez aujourd'hui ce que vous faites ici. Regardez ce que l'on est capable de faire aujourd'hui avec les valeurs de la francophonie. Je vous remercie beaucoup. Et je laisse la parole à Olivier Carré, le maire d'Orléans. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour cette deuxième édition des Voix d'Orléans. Alors, mon salut s'adresse en particulier à tous ceux qui sont venus de plus de 22 pays pour manifester leur amitié à ce désormais rendez-vous dans notre ville. Lorsque l'an passé, nous avons choisi de porter cette seconde édition sur le thème des frontières, je pense qu'on n'imaginait pas à quel point ce thème serait d'actualité en mars 2017. Crise des migrants en Europe, projet de mur sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mur construit entre pays européens, Brexit, montée de Daesh. Rarement, le principe même de frontières n'est apparu comme autant questionné qu'au cours de cette année 2016. Durant des décennies, les accords entre les pays, les coopérations économiques et culturelles n'ont cessé de rendre plus plastiques, plus souples, plus amples les frontières qui entourent les nations. Aujourd'hui,
on a le sentiment que tout se rigidifie. Les arguments qui vantaient l'efficacité de l'ouverture comme tremplin du progrès, de l'enrichissement culturel, de l'essor économique, sont aujourd'hui maltraités par des discours politiques qui prônent l'enfermement, voire l'encasernement des peuples, le tarissement des échanges. Comment est-on passé de la globalisation heureuse à la réapparition des murs? Ce paradoxe traduit en fait les soubresauts du monde tel qu'il est en train de se transformer sous nos yeux et tel que vous le vivez, vous, les sentinelles vigilantes des droits humains universels, invités à vous exprimer aux voix d'Orléans. Globalisation. Je me souviens du 22 mars 1985. 24 pays signaient à Montréal le premier accord environnemental pour sauver la couche d'ozone. Nous étions en pleine guerre des étoiles entre les États-Unis et l'URSS. Et pourtant, ces deux nations, toutes deux signataires de l'accord, montraient que la prise de conscience des causes globales peut fédérer des intérêts nationaux au-delà de la rivalité qui momentanément les oppose. J'avais 24 ans, je venais de les avoir, et c'était pour moi comme l'aube d'un nouveau temps. La diplomatie environnementale s'installait désormais au cœur des politiques des grandes nations du monde. Cette globalisation du droit, au-delà des frontières des États, est un événement majeur qui accompagne la prise de conscience récente de la finitude de notre planète. Elle dépasse la juxtaposition des intérêts nationaux qui avaient prévalu à la naissance de la Société des Nations, puis à l'ONU. Le sort des Chinois, des Africains, des Américains, des Européens, de tous les humains sont liés au-delà de l'intérêt de chacun de leurs États. Et c'est à cette échelle, à l'échelle de chaque citoyen, que s'organise la lutte contre le réchauffement climatique. C'est par l'individu, la personne, que naît en droit la société globale. La responsabilité individuelle de chacun l'engage pour un collectif qui n'est plus national mais mondial. Et une partie du contrat social auquel il adhère, au sens qu'en donne Jean-Jacques Rousseau, n'est plus portée par la nation dont il est le ressortissant. Et il va rechercher une communauté d'appartenance à laquelle il va s'identifier. Hier, il l'a trouvée dans son entourage. Aujourd'hui, le web, les réseaux sociaux lui permettent de s'en affranchir. À l'heure des réseaux sociaux, des communautés, ce qui était contenu au-dedans des frontières se trouve dans une nouvelle dimension incarnée par chaque individu, donc qui se conforme à la règle de son groupe. La dimension géographique s'évanouit au profit d'une nouvelle dimension qui n'est plus spatiale. Or, pourtant, chacun d'entre nous vit quelque part. En cela, il n'y a rien de paradoxal, mais simplement l'émergence d'un nouveau paradigme. Ce n'est plus l'empire, ce n'est plus l'espace des empires du XIXe siècle, ni celui des États-nations du XXe, mais ce sont les villes où s'agrègent les citoyens du monde. Les villes qui développent leur propre diplomatie, qui communiquent entre elles via les réseaux, qui accueillent les centres de recherche et d'innovation, qui s'aventurent dans le futur, mais qui abritent aussi les communautés de migrants, et enfin, qui assument un cosmopolitisme souvent rejeté dans le reste des pays. Alors certes, chaque ville a une territorialité, mais toutes les communautés qui vivent dans ces villes se réunissent pour faire vivre ailleurs, en superposition à la nation où ils se trouvent, une conscience collective qui peut s'apparenter à ce qui jadis a forgé les nations. Il n'y a plus de frontières matérielles, mais un champ clos, protéiforme, qui lui-même délimite une communauté d'appartenance. Et parfois, des citoyens vont davantage revendiquer leur appartenance à ces communautés qu'à l'État dont ils portent la nationalité. Pourquoi en sommes-nous là? Finalement, chaque fois qu'un homme a vu le soleil se coucher, il lui est apparu qu'une nouvelle frontière était possible. Celui qui ignore ce qui se passe au-delà de la ligne d'horizon imagine de nouveaux espaces à conquérir. C'est pour lui l'occasion de combattre sa finitude, sa mort. Et pendant des dizaines de milliers d'années, l'homme, nomade,
égrener à la surface du globe les tribus qui se sédentarisaient, jusqu'au moment où il a fait le tour de la terre, et que son instinct grégaire le pousse à définir l'enclos de sa communauté, de ce qui lui était commun avec ceux qui l'entouraient, cette communauté d'appartenance se fondant souvent sur la religion. La tribu est devenue féodalité, puis on est passé à la nation. L'État a sécurisé le périmètre. La frontière est devenue au dehors ce qui était étranger au contrat social établi au dedans. Et l'esprit de conquête s'est estompé au bénéfice de la reconnaissance des identités. Et c'est là que l'histoire reprend ses droits. Pour paraphraser Samuel Huntington, si le XIXe siècle a été marqué par les conflits frontaliers des États-nations et le XXe par l'affrontement des idéologies et des contrats sociaux, le siècle prochain verra le choc des civilisations, car les frontières entre culture, religion et race sont désormais des lignes de fracture. Autrement dit, nous vivons l'émergence de conflits identitaires. La question est alors de savoir si les citoyens que nous sommes peuvent s'émanciper de la nation à laquelle ils appartiennent au motif qu'elle n'a plus le monopole de la représentation et de l'identification auquel il peut se référer pour exister en droit. Chacun d'entre nous s'identifie à 3 mondes et avec eux est en train de naître une nouvelle forme de citoyenneté et de nouvelles sources de conflits. Un monde aux nouvelles frontières définies par les codes de communautés culturelles ou cultuelles. Le monde global qui fédère ces États-nations pour des causes qui s'affranchissent des frontières. Reste le monde des États-nations. Et j'en reviens à la question initiale, comment en arrive-t-on à l'édification de murs ? Les frontières se rigidifient, je l'ai dit, parce qu'avec elles, le rôle des États est contesté par certains qui ne lui reconnaissent plus le monopole de la défense de leurs intérêts, et par d'autres qui contestent leur capacité à les protéger de ces mondes globalisés ou virtuels. Ces mouvements sont antagonistes et font douter les opinions publiques. Et les dirigeants des États cherchent alors coûte que coûte à retrouver une légitimité en restaurant la primauté de leurs frontières jusqu'à imaginer la matérialiser par un mur étanche, retrouvant ainsi l'origine féodale de la frontière. Les murs ne sont pas nouveaux dans l'histoire, mais ils lui appartiennent. Et aujourd'hui, après être tombés, ils ressurgissent dans l'actualité. Au cœur de l'Europe, comme en juillet 2015, 26 ans après la chute du mur de Berlin, entre la Hongrie et la Serbie. Chaque fois que je pense à un mur séparant 2 nations, 2 États, je ne peux pas m'empêcher de revoir ces images de femmes et d'hommes se faisant mitrailler dans le dos parce qu'ils pensaient pouvoir passer de l'Est à l'Ouest à travers le mur de Berlin. Ils tombent alors dans le vide, alors que leurs mains s'agrippent déjà à l'Ouest, à l'espérance. Ces murs marquent la capitulation de la force intérieure d'une nation qui n'arrive plus ni à défendre ni à promouvoir son contrat social. C'est en rien une démonstration de souveraineté, c'est un aveu de faiblesse redoutable. C'est la première forme du repli sur soi, la première étape avant la recherche du bouc émissaire, puis la préparation paranoïaque de sa défense et au final, la guerre contre l'autre. La dissipation fructueuse du progrès social et du progrès matériel ont permis jusqu'à présent d'éviter cet enchaînement mortifère. Mais jusqu'à quand ? Peut-on espérer que face à ces risques de confinement, la globalisation puisse apporter une échappatoire à l'expiation de la haine par le conflit ? Peut-être, mais à condition qu'elle ne repose pas sur le mercantilisme, mais sur la reconnaissance des droits absolus, universels, qui définissent de nouvelles frontières plutôt que celles qui sont aujourd'hui associées aux États. Face à ces tensions qui menacent les libertés, les voix d'Orléans ont leur mot à dire. L'universalité des droits humains, qui est l'essence même, selon Victor Hugo, de ce que porte la francophonie,
est certainement le meilleur antidote au poison qui se répand aujourd'hui entre les nations et leurs interstices. Vous-même, vous êtes les prototypes de ce nouveau monde, où les frontières des États sont moins identitaires que celles de la communauté à laquelle vous appartenez, celle de la langue française. Une nouvelle fois, vous incarnez toutes ces dimensions, ce monde en métamorphose permanente. Vous êtes les sentinelles vigilantes, alors pour que ce rôle de vigie soit porté par des actes, je veux répondre à la proposition émise l'an passé par Faiza Souari. Oui, Orléans, dont la liberté fut autrefois défendue par une jeune femme audacieuse, vous accueille, vous, femmes écrivains du monde entier. Il faut au moins votre vaillance pour que les murs restent les chimères d'un monde révolu. Et pour cela, je vous annonce ma volonté de fonder ici, à Orléans, en lien avec notre université et toutes les bonnes volontés que je sais immenses, le Parlement universel des écrivaines. Je souhaite qu'il soit le lieu où se combattent la résignation et l'égoïsme. Un espace de parole libre où les frontières sont remplacées par des horizons. Et d'ores et déjà, je vous invite toutes et tous à travailler dans les jours qui viennent à ce qui serait sa charte fondatrice pour que la première session ait lieu au plus tard l'an prochain. Car je peux vous assurer que la voix de ce Parlement manque. Elle manque pour nous rappeler que la liberté d'expression, elle, n'a pas de frontières, mais une patrie, la langue française. Merci.